Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, suite du cours sur les machines thermiques, avec la troisième vidéo, quatrième partie, qui va traiter de l'étude spécifique des moteurs. Alors, avant-hier, nous avons vu comment appliquer le premier et second principe à une machine thermique cyclique. Hier, nous avons vu comment mettre en place ces premiers et seconds principes pour étudier des moteurs, des pompes à chaleur et des réfrigérateurs. Aujourd'hui, on va étudier encore un petit peu plus spécifiquement les moteurs. Alors, première chose qu'il faut savoir sur les moteurs, donc on a dit qu'on avait défini un petit peu plus tôt un rendement dit de Carnot. Eh bien, le rendement de Carnot est associé à un cycle du même nom, cycle de Carnot, qui est le cycle d'iterme réversible. Autrement dit, ce cycle, c'est le cycle associé au rendement maximal théorique. Et ce cycle est associé à des transferts thermiques qui vont se faire sur des isothermes à la température de la source avec laquelle le transfert a lieu, et les changements de température de TF à TC et TC à TF, pour aller de la température de la source chaude à la température de la source froide ou inversement, vont se faire le long de chemins adiabatiques réversibles. Donc adiabatique réversible, ça signifie qu'on a des transformations isentropiques. Alors ça, d'où est-ce que ça vient? On peut le justifier assez simplement avec le second principe. ds vaut delta Q, petit delta Q sur T de la surface extérieure, plus petit delta S créé. Adiabatique. L'hypothèse adiabatique annule le terme d'entropie échangée lié au transfert thermique avec l'extérieur. Réversible annule la création d'entropie. Donc une transformation adiabatique réversible, c'est forcément une transformation pour laquelle l'entropie ne varie pas. Donc une transformation qu'on va appeler isentropique. Alors, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les moteurs, le système, ce sera le mélange air plus carburant. Et ce mélange va être assimilé à un gaz parfait. Et donc ici, le fait que le mélange air plus carburant soit assimilé à un gaz parfait, eh bien, ça veut dire que le cycle de Carnot donc la transformation ici cyclique du système va nous imposer eh bien, que on ait une isotherme à la température de la source chaude, donc qui va nous donner sur un diagramme de Watt P en fonction de V. Alors on rappelle ce que c'est un diagramme de Watt. On représente la pression en fonction du volume. Et donc à ce moment-là, l'isotherme ATC va donner P qui vaudra nRTC sur V. L'isotherme ATF va nous donner comme équation P égale nRTF sur V. Donc là, on sait déjà qu'on va avoir, sur les deux isothermes, eh bien, deux évolutions avec des représentations hyperboliques. Ensuite, il va nous rester à tracer deux adiabatiques réversibles, donc deux isentropiques. Alors une isentropique pour un gaz parfait, on rappelle qu'elle va respecter la loi de Laplace. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir P qui vaudra PV gamma plutôt au départ. PV gamma qui vaudra une constante sur la transformation.
Donc ici, à titre d'exemple, on va pouvoir dire par exemple voilà, que PV puissance gamma vaudra P0 V0 gamma en prenant un point de coordonnées P0 V0 sur le diagramme PV. Et donc là, on va avoir deux isentropiques qui vont prendre pour équation eh bien P qui vaudra P0 V0 gamma sur V à la puissance gamma, et une deuxième isentropique qui va prendre pour équation P'0 V'0 gamma sur V à la puissance gamma. Alors, là donc on a deux équations d'isothermes et deux équations d'isentropiques. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, eh bien, c'est tenter de tracer ces différentes courbes sur un graphique. Alors, ici, on va donc, pour cela, positionner les axes liés à la pression. Et les axes liés, enfin, l'axe lié à la pression et l'axe lié au volume. Donc, on sait déjà qu'on va avoir deux isothermes, et on se rappelle de ce qu'on a vu avant, c'est que les isothermes sont a priori moins pentus que les isentropiques. Donc, ici, je sais que l'isotherme ATC et l'isotherme ATF, eh bien, elles vont avoir des pentes moins fortes. Alors, l'isotherme ATC sera forcément au-dessus de l'isotherme ATF, parce que pour un même volume, NRTC est plus fort que NRTF. Donc là, je vais commencer par représenter deux isothermes. L'isotherme à la température TC, l'isotherme à la température TF. Hop. Ici j'ai l'isotherme ATF, ici l'isotherme ATC. Et puis, eh bien, je vais croiser avec ces deux courbes à pente entre guillemets faible, deux courbes à pente plus forte, P égale P0 V0 gamma sur V gamma, et P égale P'0 V'0 gamma sur V gamma. Alors ici, si P0 V0 gamma est supérieur à P'0 V'0 gamma, eh bien je vais avoir des valeurs de pression plus hautes pour cette adiabatique-là. Ok, donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais prendre deux courbes plus pentues. Donc plus pentues, hop, ça veut dire qu'ils vont avoir cette allure-là. Donc une isentropique ici, et une autre isentropique ici. Donc là, finalement, je vais obtenir le croisement de deux isothermes avec deux isentropiques. Alors, pour compléter la représentation, il va falloir maintenant réfléchir à ce qu'on veut créer avec ce système. Alors, ce qu'on veut créer avec ce système, on l'a dit, c'est un moteur. Donc, ce qu'on veut créer, c'est eh bien un travail qui sera fourni à l'extérieur. Donc, ici, l'information importante que l'on va avoir, c'est que l'on veut donc avoir un travail positif, négatif. Travail W négatif, parce qu'on a affaire à un moteur. Et donc, cette information-là va nous donner le sens de parcours. Alors, d'où vient la considération sur le sens de parcours? Eh bien, ça vient du fait que le travail donc sur le cycle est inférieur à 0. Or, on sait, sur un diagramme de Watt,
que, finalement, W, c'est moins l'intégrale de PD de V. Donc, alors P, normalement c'est Pxt, mais si la transformation est suffisamment lente, on va écrire P égale Pxt. Donc ici, on va dire que le travail, c'est l'opposé de l'air sous la courbe représentative de P égale F de V. Donc, ici j'ai un cycle, ça veut dire que le travail sera l'opposé de l'air du cycle. Alors, si je veux W inférieur strict à 0, un comportement moteur, eh bien, il va falloir une R du cycle supérieure à 0. Et donc, s'il me faut une R du cycle supérieure à 0, eh bien, ça veut dire que le sens de parcours sera imposé sur le graphique. Donc, je vais pouvoir représenter les flèches associées au fonctionnement du moteur. Donc, vous voyez, le diagramme de Watt du cycle de Carnot est relativement simple à construire. On a deux isothermes, deux isentropiques. Les isentropiques plus pentus que les isothermes, et ça on rappelle d'où ça vient. En valeur absolue évidemment, la pente en valeur absolue. Ça vient de la dérivée en un point donné. Ici, on cherche une aire du cycle supérieure à 0 pour avoir un cycle moteur, ce qui fait un sens de parcours horaire. Pour avoir une aire de cycle positive et donc un travail négatif. Ok, donc là, on a établi la représentation du cycle de rendement maximal théorique associé à un moteur cyclique d'iterme. Alors, il faut faire attention à une chose ici. C'est que le cycle de Carnot, c'est un cycle théorique. Alors pourquoi est-ce qu'on insiste sur le fait que c'est un cycle théorique? Eh bien, il met en jeu des isentropiques et des isothermes. Quel est le problème de mettre en jeu des isothermes? Eh bien, les isothermes sont des transformations qui mettent en jeu, à tout instant, un équilibre thermique entre le système et l'extérieur. Ça veut dire qu'il faut laisser le temps au système de s'équilibrer en permanence avec l'extérieur. Les isentropiques sont des adiabatiques réversibles, et le meilleur chemin pour avoir une adiabatique réversible, c'est aussi d'avoir une transformation infiniment lente. Donc, on peut dire que ce cycle-là, c'est un cycle qui ne met en jeu que des transformations très très lentes. Or, on peut même dire infiniment lente. Or, quand on met en place un moteur, on a envie que ce moteur développe de la puissance, c'est-à-dire qu'il crée beaucoup d'énergie par unité de temps. Et le meilleur moyen pour créer beaucoup d'énergie par unité de temps, c'est de parcourir un grand nombre de fois le cycle par unité de temps. À chaque parcours du cycle, on aura cédé à l'extérieur l'air du cycle qui est ici. Donc on voit finalement que le moteur de Carnot, c'est un bel outil théorique pour optimiser le fonctionnement d'un moteur en première approche, mais on ne mettra jamais en place ce cycle sur un moteur réel. Parce qu'il faudrait un moteur qui parcourt très très peu de cycles par unité de temps, donc un moteur très très lent finalement, ce qui empêcherait de transférer beaucoup de puissance à l'extérieur. Donc au fait, c'est un moteur qui n'aurait aucun intérêt. Alors, l'autre mode de représentation d'un cycle de Carnot peut être fait sur
un diagramme entropique TS. Alors, le diagramme dit entropique TS est un petit peu sorti des programmes. Mais ici, je vais me permettre de le représenter simplement parce que la représentation ici est relativement simple à mettre en place. Alors, sur un diagramme entropique TS, on place T en ordonnée, S en abscisse. Et donc là, on sait que la température évolue entre deux valeurs et l'entropie évolue aussi entre deux valeurs. Et on sait qu'on va avoir deux isentropiques et deux isothermes. Donc là, le diagramme sera relativement simple à représenter. Les isothermes, on aura une isotherme ATC et une isotherme ATF. Ce sera des courbes horizontales. Donc l'isotherme ATC ici, l'isotherme ATF ici. Ouais, bon, c'était pas terrible ça. Hop. Et on va avoir deux isentropiques. Une isentropique qui va permettre de passer de l'isotherme ATF à l'isotherme ATC. Donc on va avoir à ce niveau-là. Et l'isentropique qui va permettre de passer de l'isotherme ATC à l'isotherme ATF. Donc là encore, si je renseigne le sens de parcours, eh bien j'aurai un sens de parcours horaire. Alors ici, on va reprendre la structure. Hein. On sait qu'on va ici tenter d'expliquer pourquoi le sens de parcours se fait de cette manière. Enfin, est orienté de cette manière. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? D'après le second principe, de la thermodynamique, on peut dire que ds au delta Q sur T de la surface extérieure plus delta S créé. Alors, ici je sais que j'ai deux adiabatiques réversibles. Pour lesquels donc autrement dit isentropiques, pour lesquels finalement S ne varie pas. Et adiabatique, ça veut dire que Q ne varie pas, donc il n'y a pas d'entropie créée non plus. Donc je sais que ici tous les transferts thermiques vont se faire au niveau des isothermes. L'isotherme ATC et l'isotherme ATF. Alors ce que je sais sur les isothermes, eh bien c'est que si je suppose que j'ai une transformation réversible ici aussi, eh bien je vais pouvoir écrire que ds vaut petit delta Q sur T de la surface extérieure. Donc delta Q, petit delta Q, qui vaudra T ds. Si j'écris ceci, je finis par écrire que le transfert thermique sur le cycle vaut l'intégrale sur le cycle de TDS. Et là, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, je vais obtenir directement l'aire du cycle. En effet, géométriquement, on voit que l'intégrale de TDS, c'est l'aire sous la courbe, représentative de T en fonction de S. Et donc, ici, eh bien, je sais que si le moteur doit fonctionner, comme W est inférieur à 0, eh bien, Q doit être supérieur à 0. Et si Q est supérieur à 0, c'est que l'aire du cycle est supérieure à 0. Donc, là encore, je vais avoir un sens de parcours horaire.
Donc le sens horaire de parcours sur le diagramme entropique signifie que Q sur le cycle est supérieur à 0. Le sens horaire de parcours sur le diagramme de Watt signifie que le travail est inférieur à 0. Alors d'où vient cette petite différence? Cette petite différence vient du signe moins qui est présent ici et qui n'est pas présent ici. Donc le signe moins devant l'intégrale fait que avec le même sens de parcours, je change le signe du terme d'échange représenté. Donc là, on peut dire très rapidement que ce qu'on obtient ici, c'est le transfert thermique associé au cycle, et ce qu'on obtient ici, c'est l'opposé du travail associé au cycle. Donc vous voyez finalement que les deux diagrammes se font écho, et que si le diagramme de Watt permet d'obtenir le travail, enfin l'opposé du travail, donc l'aire du cycle dans un diagramme de Watt, c'est moins le travail sur le cycle, et bien sur le diagramme entropique, donc diagramme TS, on peut dire, l'aire du cycle sur le diagramme TS vaut directement le transfert thermique sur le cycle. Donc évidemment ici le transfert thermique sur le cycle, ce sera la somme de QF plus QC. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire instantanément? On peut dire que QF plus QC est supérieur à 0 pour un moteur, et c'est logique. C'est-à-dire que QC, qui va être la seule énergie apportée au mélange air plus carburant, va donner une partie de transfert thermique vers l'extérieur pour le refroidissement du mélange air-carburant, et une partie de travail envoyé vers l'extérieur, associé au fonctionnement mécanique du moteur. Alors, une fois qu'on a bien réfléchi à ceci, on va commencer à s'intéresser d'un petit peu plus près à des cycles réels. Comme je l'ai dit précédemment, le cycle de Carnot est un cycle théorique, c'est un cycle qui n'est jamais mis en place dans un moteur. Et donc ici, on va essayer de voir le cycle dit de Baux-de-Rochas ou cycle d'Otto, qui peut intervenir dans les moteurs à explosion à essence à 4 temps. Alors, pourquoi est-ce qu'on prend le temps d'étudier ça ici? Il ne faut pas connaître par cœur le fonctionnement. Ici, ce qui est important, c'est de se mettre dans le bon état d'esprit face à un énoncé. C'est-à-dire que souvent, quand vous allez avoir des énoncés sur des machines thermiques, vous allez avoir des énoncés assez longs qui vont indiquer une suite de transformations associée à un cycle. Et donc, une des premières étapes que vous aurez à mettre en place, ça va être de représenter ce cycle sur un diagramme PV, par exemple, pour essayer d'extraire les informations du sujet. C'est-à-dire qu'en gros, vous aurez un texte comme ça, on va vous expliquer les 4 temps, ainsi de suite. Et derrière, ce sera à vous de prendre en main le texte pour traduire toutes les informations qui y sont délivrées. Alors, ici on va essayer de voir comment fonctionne un moteur à 4 temps. Alors, première chose, premier temps, on a une phase d'admission. Alors ici on dit que dans le moteur, les soupapes d'admission vont s'ouvrir. Alors vous voyez, il y a une soupape ici. Donc la soupape d'admission s'ouvre, ce qui permet au mélange d'entrer dans le système. Donc derrière, les pistons, qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là? Ils vont se déplacer pour offrir de plus en plus de volume au mélange air plus carburant qui entre, à pression et température ambiante. Normal, la soupape d'admission est ouverte. Alors, ça donc, on est sur la phase AB ici. Donc là, on est en train de faire rentrer dans le système le mélange air plus carburant. Donc là, pour l'instant, c'est une étape en système ouvert. Une fois cette étape finie, qu'est-ce qui se passe? Donc là, le piston est tout en bas. Et bien derrière,
ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une phase de compression. Alors, la phase de compression qu'on va obtenir, ça va être ici à système fermé, parce que les soupapes se ferment. Hop. Et donc, quand on travaille à système fermé, eh bien, le piston va remonter. Donc là, vous voyez ce qui se passe finalement, c'est que ici, on va avoir des cycles qui vont mettre en rotation des parties du moteur liées au mouvement des pistons. Donc là, le piston remonte pour comprimer de manière rapide et adiabatique le mélange air plus essence, du volume VB au volume VC égale Vmin. Donc compression rapide et adiabatique. Ici, on va suivre une isentropique. Alors là, c'est la phase dite de compression. Une fois la compression réalisée, on va avoir deux étapes. Une étape d'explosion associée à une phase motrice. Alors ici, cette explosion plus phase motrice, qui permet de parcourir CDE, eh bien, elle se fait en deux sous-étapes. Une étape où, vous voyez, au-dessus, ici, on a une bougie. Alors, c'est pas forcément évident à voir. Donc, la bougie est présente ici. Donc, la bougie va créer une étincelle qui va permettre la combustion rapide et isochore du mélange air plus essence. Donc là, on va avoir une transformation isochore. Alors, donc là, vous voyez, compression adiabatique, isochore, et donc là, c'est un échauffement isochore. Ensuite, l'augmentation de la pression due à la combustion provoque la détente rapide, donc adiabatique, du mélange DE sur DE, ce qui va fournir le travail à l'extérieur. Donc là, la détente, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, lors de la détente, le piston va redescendre. Voilà, détente, le volume augmente. Et donc ici, le volume va augmenter, ce qui fait qu'on va suivre cette transformation. Donc là encore, on va avoir une détente adiabatique. Alors, qu'est-ce qui se sera passé pendant ce temps-là? Eh bien, évidemment, la bielle fixée au vilebrequin ici aura fait un tour, parce que le piston aura fait un aller-retour. Donc le piston fait un aller-retour, et le système bielle plus vilebrequin qui est ici aura créé un mouvement de rotation qui sera par la suite transmis aux roues. Donc derrière, il va nous rester une dernière étape, l'échappement. On va avoir un mélange air plus gaz brûlé qui va se refroidir de manière isochore. Donc ici, hop, refroidissement isochore de E à B. Et on va avoir le piston qui va chasser le mélange air plus gaz brûlé grâce à la soupape d'échappement qui est ici. Donc là, on fait demi-tour, on revient le long de cette transformation. Donc ici, on sera encore à système fermé. Donc ici, ce sera un refroidissement isochore. Et ici, eh bien, on aura l'échappement. Et au départ, on avait l'admission. Donc, si on fait un petit peu la synthèse de ce qui se passe grâce au texte, on peut se servir aussi de
des schémas qui sont ici. Donc on a le mélange air plus essence qui rentre via la soupape d'admission. Le piston qui recule progressivement pour laisser la place, jusqu'à laisser le volume Vmax. Donc là, évidemment, la bielle va être en position basse ici. Puis ensuite, le système ici continue sa rotation, la soupape se referme, et le piston comprime brutalement le mélange air plus essence. Une fois la compression maximale atteinte, la bougie enflamme, crée une étincelle finalement dans le mélange air plus essence, ça crée une sorte de petite explosion qui va repousser le piston. Donc le piston qui était en bout de course en haut va commencer à redescendre et continuer à provoquer la rotation du vilebrequin ici. Et donc ici, comme l'explosion est relativement rapide, eh bien on va avoir au départ un échauffement isochore, c'est-à-dire une élévation de température localisée et tellement brutale que le volume n'a même pas le temps de varier. Donc là une réaction chimique très très rapide, puis une détente elle-même brutale du gaz, c'est-à-dire que le gaz va pousser tellement vite sur le piston que les transferts thermiques avec l'extérieur n'auront pas le temps de se faire. Une fois que le piston est arrivé en bout de course en bas, c'est-à-dire que de nouveau on est arrivé au volume max, on observe un refroidissement isochore, c'est-à-dire que là finalement on considère une chute de température liée au gain de volume, et derrière le piston remonte encore pour chasser ici le mélange essence brûlée plus air. Ensuite, une fois que le piston est en position haute, la soupape d'échappement se ferme, la soupape d'admission s'ouvre, et un nouveau mélange tout frais air plus essence est admis dans le cylindre ici. Et donc là, on repart pour un cycle. Et c'est comme ça, cette succession de cycles qui va créer des mouvements de va-et-vient du piston. Et ces mouvements de va-et-vient du piston vont créer des mouvements de rotation du vilebrequin et vont créer donc le mouvement de rotation des roues avec ensuite quelques dispositifs mécaniques supplémentaires pour modifier les vitesses angulaires de rotation, etc. Et donc si on doit retenir une chose, c'est que sur la transformation globale, on va considérer une hypothèse simplificatrice qui sera admise à chaque fois, c'est que le cycle, c'est simplement BCDE. Alors, quel est l'intérêt de cette hypothèse simplificatrice ? L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir travailler avec un système fermé en transformation cyclique. Alors, vous dites, c'est un petit peu n'importe quoi, dans le sens où à chaque cycle de fonctionnement, on a un nouveau mélange air plus carburant qui arrive via la soupape d'admission et qui est ensuite, après combustion, évacué par la soupape d'échappement. En première approche, au fait, on va considérer que le mélange air plus carburant serait toujours le même. Au fait, à chaque nouvelle admission, on rafraîchit l'état du système, c'est comme si on le ramenait à son état initial. Donc au lieu de considérer que c'est un nouveau système qui rentre à l'identique du précédent, on va dire que c'est le même système qui va subir un nouveau cycle. Et cette petite gymnastique intellectuelle, si elle n'est pas correcte d'un point de vue du fonctionnement du moteur, elle va nous permettre, sans aucune erreur finalement, ou presque, de modéliser très proprement le comportement de celui-ci. Donc c'est-à-dire que l'on va en quelque sorte sortir du cycle la phase AB puis la phase BA, donc les phases d'échappement et d'admission. Donc on va travailler ici en système ferme. Alors, à partir de là, une petite donnée qui sera souvent utile et fournie dans les énoncés, ce sera le taux de compression.
Alors le taux de compression, qu'est-ce que ça va être? Eh bien ça va être le rapport de Vmax sur Vmin. Donc le volume maximal occupé par le gaz dans le cylindre ici, sur le volume minimal. Alors, plutôt ici d'ailleurs, au-dessus du piston et pas en dessous. Donc quand on place le piston en bout de course en bas, on sera à Vmax, en bout de course en haut, on sera à Vmin. Et donc l'avantage, c'est que cette donnée va nous permettre très simplement eh bien, de nous ramener au rendement par exemple. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va se proposer de faire par la suite. Alors, vous voyez ici, premier exemple, ce sera déjà un exercice. On nous donne deux choses. Trois données même, plus exactement. On étudie le cycle thermodynamique d'un moteur à essence. Donc là, je ne le reprécise pas parce que il est déjà décrit ci-dessus, à la page d'avant. Dans un énoncé de concours ou dans un sujet d'exercice, vous auriez toujours un rappel sur ce qu'est le cycle. Donc ici, cycle thermodynamique d'un moteur à essence, on l'a vu précédemment, on a deux isochores, deux adiabatiques. Comme on sait qu'on a un moteur, on sait déjà que le cycle sera parcouru dans le sens horaire. Ce qui va donner une R positive, soit un travail négatif. Donc ça, on peut déjà l'anticiper. Et donc ensuite, on nous dit que le mélange air plus carburant assimilé à un gaz parfait ne subissant pas d'évolution chimique notable au cours de ses transformations. Et la phase de combustion du carburant dans l'air est assimilée à une phase de contact du mélange air plus carburant au contact avec une source chaude à 2000 Kelvin. L'air ambiant est considéré à la température TF égale 25 degrés Celsius. Alors, maintenant on va représenter ce cycle. Alors ici, le système étudié, donc comme je vous ai dit précédemment, on a une petite hypothèse qui nous fait travailler avec un système fermé, air plus essence, qui va être assimilé à un gaz parfait diatomique. Alors gaz parfait diatomique, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que gamma vaut 7/5, soit 1,4. On retrouve le gamma de l'air. Donc vous voyez, l'hypothèse gaz parfait diatomique ici nous apporte une information un petit peu cachée sur la valeur du coefficient adiabatique gamma. La transformation, elle, sera supposée cyclique. Et donc, on va avoir ici le système qui va échanger W avec l'extérieur. On sait déjà que W sera inférieur à 0. Qui va recevoir QC de la source chaude, avec QC supérieur à 0. Et qui va céder QF négatif, à la source froide. Donc ici, je peux maintenant basculer sur une représentation du cycle en diagramme de Watt. Donc je vais avoir P, V, et je sais ici que si je positionne Vmin à un endroit, le volume minimal, je sais que Vmax sera à alpha fois le volume minimal. Ensuite, comme j'ai considéré un système fermé R plus essence, et bien ici je sais que j'ai négligé les phases d'admission et la phase d'échappement. Donc je vais me trouver avec un mélange R plus essence qui va commencer au point B.
et subir une compression adiabatique. Donc là, on considère que j'ai fait rentrer le système et que je lui fais subir une compression adiabatique. Une fois la compression adiabatique subie, le système arrive au point C et subit un échauffement isochore. Au point D, il subit une détente adiabatique. Et comme je sais que je vais finir sur une isochore, eh bien, je sais déjà que je vais m'arrêter à la verticale du volume Vmax. Et donc là, au point E, je vais avoir un refroidissement. Et donc là, vous voyez, ce qui est habile ici, finalement, avec la considération d'un seul système, c'est que je peux travailler sur un cycle fermé. Et au point B, au fait, c'est comme si j'avais un rafraîchissement de l'état du système. C'est-à-dire que l'essence qui était brûlée sur la phase DB, en fait, je considère qu'elle se régénère en ce point. Donc j'ai négligé l'aller-retour du piston ici, qui sert juste à faire rentrer le mélange air plus essence à température et pression ambiante, puis à expulser ce mélange air plus essence. Alors, maintenant je vais essayer d'identifier quels sont les transferts thermiques sur chaque transformation, et bien finalement je vais essayer à partir de là de comment on va dire ça, et bien de trouver le rendement du système. Alors, ici, qu'est-ce que je sais? Je sais que j'ai deux transformations qui vont être adiabatiques. Les deux transformations adiabatiques ne peuvent en aucun cas être associées au transfert thermique. Donc là, je sais déjà que l'échauffement isochore sera associé à un transfert thermique, le refroidissement isochore à un autre transfert thermique. Je réfléchis 2 secondes. Je sais ici que l'échauffement isochore va être lié à un gain d'énergie thermique. Or, je sais que c'est QC qui est positif. Donc l'échauffement isochore sera associé au transfert thermique QC au contact de la source chaude. Le refroidissement isochore sera lui associé à QF inférieur à 0. C'est-à-dire qu'ici, je vais voir l'énergie interne du gaz parfait augmenter, ici l'énergie interne du gaz parfait diminuer, sous l'effet d'un échange d'énergie thermique avec l'extérieur. Les deux transformations adiabatiques, elles, sont forcément associées à des transferts thermiques nuls. Par contre, on sait que c'est ces transformations-là qui vont permettre de créer le travail. Et donc là, si on regarde l'aire du cycle, on constate qu'elle va être positive. Donc, le travail W sera bien négatif. Alors, maintenant je pars sur le rendement en fonction du taux de compression et du coefficient adiabatique. Alors, ici, donc j'avais dit que le système que j'étudiais, c'était le mélange air plus essence, qui était un gaz parfait diatomique. Je sais que j'ai affaire à une transformation cyclique. Eh bien, cette transformation cyclique, je vais la décomposer en 4 sous-transformations, 2 adiabatiques, 2 isochores. Et je vais commencer bien dans l'ordre, en étudiant, par exemple, on va dire, alors ici, qu'est-ce que je sais? Je sais que je peux estimer QC, QF, donc je vais étudier l'échauffement isochore CD, parce que je sais que je veux obtenir
QC directement. Sur la transformation CD, l'application du premier principe va me donner que delta U pour aller de C à D vaudra QCD plus WCD. Transformation isocore, le travail sera nul, car je n'ai que du travail de force de pression. Et QCD, je sais que c'est QC, le transfert thermique avec la source chaude. Donc ici, je peux dire que delta UCD, qui vaudra CV, capacité thermique à volume constant du gaz, fois TD moins TC, vaudra QC. J'applique la même logique à la transformation EB. Alors, pourquoi EB? Parce que je vais obtenir QF directement. Et là, je vais obtenir delta U EB, qui va valoir CV TB moins TE, qui vaudra QF. Ok. Alors, là j'ai peut-être fait une petite erreur de notation en appelant ça C et C. Je vais changer. Je vais appeler ça température de la source chaude et température de la source froide pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Voilà, donc TC, ce sera la température associée au point C. TSC, température de la source chaude. Ok. Alors maintenant, j'ai obtenu QC et QF. On va se dire qu'on est encore loin de l'expression du rendement, parce que pour obtenir le rendement, il va falloir obtenir, on le sait pour un moteur, état qui vaut l'énergie utile. Alors, quelle est l'énergie utile? La valeur absolue de l'échange d'énergie que je veux créer entre le système et l'extérieur. Un moteur est là pour créer du travail. Comme le travail est fourni à l'extérieur, il est négatif. Donc ici, j'aurai moins W. Qu'est-ce que j'ai dû dépenser pour créer cet échange moins W? J'ai dû brûler le carburant. Donc j'ai dû dépenser le transfert thermique QC. Si j'utilise le premier principe sur le cycle, je sais que delta U sur le cycle vaut 0, vaut W plus QF plus QC. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que je sais que W vaut moins QF moins QC. Grâce à cette égalité, je vais pouvoir, entre guillemets, simplifier le rendement pour arriver à une égalité de la forme QF plus QC sur QC, donc 1 plus QF sur QC, égale état. Comme QF est inférieur à 0, j'ai bien un rendement inférieur à 1. Ce qui est logique. Donc là, j'ai obtenu déjà quelque chose d'un petit peu plus simple. Ensuite, QF et QC, j'ai été un petit peu malin, j'ai réussi à les exprimer en fonction des températures des différents points. Donc là, je sais que état, c'est 1 plus TD, alors on a dit QF TB moins TE, sur TD moins TC. Donc là, j'ai obtenu une définition du rendement en fonction de 4 températures. Vous allez vous dire que pour l'instant, ça n'est pas très utile parce que je ne connais pas ces valeurs de température. Eh bien, il y a une chose que je n'ai pas exploitée, c'est les données sur les deux autres transformations, les transformations adiabatiques. Alors ici, on va formuler une hypothèse qui n'est pas a priori évidente parce que les adiabatiques sont des adiabatiques brutales. Eh bien, on va supposer que les adiabatiques suivent en première approche la loi de Laplace.
En gros, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'entropie créée va être tellement faible sur ces transformations qu'en première approche, on va pouvoir les assimiler à des transformations réversibles. Et si on suppose que les transformations adiabatiques respectent la loi de Laplace, eh bien on va pouvoir écrire pour ces transformations adiabatiques que PV gamma vaut une constante. Alors ici c'est pas le plus pratique parce que j'ai pas les pressions, ou que TV gamma moins 1 vaut une constante. Parce que ici j'ai les températures et j'ai a priori les volumes. Alors, maintenant je vais aller encore un petit peu plus en profondeur sur l'application de ces lois de Laplace. Je sais que je vais devoir étudier deux transformations qui vont être ici BC. Donc ça veut dire que je vais avoir TB VB gamma moins 1 qui vaudra TC VC gamma moins 1. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je sais que B c'est alpha V min et C et VC c'est V min. Donc ici je vais pouvoir écrire alpha V min. Ici je vais pouvoir écrire V min. Donc finalement, grâce à cette égalité, je vais pouvoir passer V min de ce côté-là, TC, TB de l'autre côté. Je vais obtenir TC sur TB, qui vaudra alpha puissance gamma moins 1. Donc là, vous voyez, chose intéressante ici, j'ai réussi à obtenir le rapport TC sur TB en fonction de alpha, une donnée connue. Donc j'ai fait baisser le nombre d'inconnus dans l'expression du rendement qui est au-dessus. J'applique exactement la même logique sur la transformation DE. Et sur la transformation DE, je vais avoir TD, VD, gamma moins 1, puissance gamma moins 1, qui vaudra TE, VE, gamma moins 1. Alors est-ce que je me suis bien organisé? Évidemment non. Alors ici VE c'est alpha V min, VD c'est V min. Donc je vais faire TD sur TE ici, qui va valoir alpha facteur de gamma moins 1. Et donc là vous voyez je suis passé de 4 inconnus TB, TE, TD, TC à 2 inconnus, car j'ai réussi à exprimer l'une en fonction de l'autre. Alors, derrière, il va falloir maintenant que je transforme un petit peu cette égalité. Alors, l'égalité liée au rendement, je vais la réécrire sous la forme état qui vaudra 1 plus, je réécris ça, TB moins TE sur TD moins TC. Et donc ici TB moins TE. Alors, je sais que j'ai TD qui vaut TE alpha gamma moins 1. Donc TE alpha gamma moins 1 ici. Je sais que TC vaut TB alpha gamma moins 1. Donc j'obtiens cette égalité-là. Je vois que je peux factoriser par alpha gamma moins 1 au dénominateur. Grâce à cette factorisation, j'obtiens 1 plus, et même je peux factoriser par moins alpha gamma moins 1, ce sera encore mieux. J'obtiens 1 moins TB moins TE sur alpha gamma moins 1 TB moins TE. Grâce à la factorisation, je peux simplifier par TB moins TE. Et donc, j'obtiens finalement un rendement qui vaudra 1 moins 1 sur alpha puissance gamma moins 1.
Bon, on peut réexprimer tout ceci sous une autre forme si on a envie. Bon, cette forme-là est déjà pas mal, hein. Donc là, j'ai obtenu le rendement du moteur qui respecte un cycle d'Otto ou de Baud de Rochas de manière complètement générale. Alors, complètement générale, sous l'hypothèse que les adiabatiques respectent la loi de Laplace. Alors ça, c'est une hypothèse que vous allez retrouver souvent. Alors parfois, les sujets vous le préciseront, parfois ce sera à vous de vous débrouiller, on va dire, par force d'habitude. Et par le fait que, finalement, si vous n'appliquez pas cette hypothèse, vous ne pouvez pas résoudre l'exercice. Il vous manque des données. Donc là, c'est à vous, finalement, de vous débrouiller à ce niveau-là. Et donc ici, bien, il nous reste à faire l'application numérique pour trouver état. Donc, 1 moins 1 sur 9 puissance gamma moins 1, donc 7/5 moins 1, ce qui va nous donner ici un rendement à 58,5%. Donc ça reste un rendement théorique, hein. Et si on doit comparer au rendement de Carnot, eh bien le rendement de Carnot, lui, nous donnerait, alors, un rendement de Carnot qui donnerait 1 moins TF sur TC. Ça, c'est une formule que vous devez connaître. Et attention à ne pas la prendre par cœur bêtement, retenir que c'est valide uniquement pour les moteurs. Parce que, on va dire, autant sur le coup, vous allez vous en rappeler, autant en fin de spé, vous n'aurez pas refait beaucoup d'exercices comme ça. Beaucoup de notions seront passées par là, et on dit rendement de Carnot, hop, rendement du moteur, alors qu'on est en train d'étudier un réfrigérateur ou n'importe quoi d'autre. Et là, c'est ce qu'on appelle un hors-sujet total, lourdement sanctionné au concours. Donc ici, le rendement de Carnot, vous allez voir qu'il est beaucoup plus élevé pour ce moteur, parce qu'on va avoir 1 moins 273 plus 25, donc 1 moins 298 sur 2000. Donc ce qui va nous donner un rendement à 85,1%. Alors, ici, si on voulait retrouver ce résultat rapidement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bien, dire delta U sur un cycle vaut W plus QF plus QC égale 0. Delta S sur un cycle vaut QF sur TF plus QC sur TC égale 0 si le cycle est réversible. Et donc, grâce au second principe, eh bien, on aurait, avec W qui vaut moins QF, moins QC, et le rendement qui vaut moins W sur QC, qui vaudra 1 plus QF sur QC, avec QF sur QC qui vaut, d'après l'égalité de Clausius, dans le cas réversible, moins TF sur TC. Donc là, vous voyez, le rendement de Carnot, hein, on peut le retrouver très rapidement, à condition de bien connaître les hypothèses de départ, cycle réversible et définition du rendement pour un moteur. Alors, on peut remarquer ici qu'on a un rendement à presque 60%. Eh bien, ce rendement, ça reste encore un rendement théorique. C'est-à-dire qu'il est trop élevé par rapport aux valeurs réelles. Alors, d'où vient le problème? Eh bien, le problème vient du fait que, ici, on a supposé que les adiabatiques respectent la loi de Laplace, c'est-à-dire qu'elles sont réversibles. Or, comme c'est des transformations brutales, on a quand même de la création d'entropie. Donc, c'est un bon calcul en première approche, mais si on voulait affiner le modèle, évidemment que cette hypothèse serait cassée assez vite. Autre hypothèse cassée assez vite,
le caractère simplement adiabatique de ces deux transformations. Vous avez un point du moteur qui est à plusieurs milliers de Kelvin, il est évident que vous allez avoir des pertes thermiques vers l'extérieur. Le moteur n'est absolument pas calorifugé, il n'est pas fait pour. Donc là, vous avez aussi les pertes thermiques qui vont causer des pertes finalement de rendement. Parce qu'on va avoir une plus grosse partie de QC qui va être transférée vers QF, de par le fait que le moteur n'est pas isolé thermiquement de l'extérieur. Et puis après, eh bien, vous avez aussi tout ce qui est frottement solide. Alors même si on les limite, frottement solide entre les pistons et les bords ici du cylindre, là ça va jouer aussi. Tous les frottements solides vont transférer une partie du travail vers de l'énergie thermique, et ça va causer une perte de rendement. Donc là, le rendement est encore largement surévalué, parce qu'on n'a pas pris en compte les pertes thermiques, les frottements, finalement parce qu'on n'a pas encore pris en compte toutes les causes d'irréversibilité. Et ça, vous l'avez bien compris depuis le début, hein. Tout ce qui va causer de l'irréversibilité va causer de la perte de rendement. Alors, ici, on va juste décrire un autre cycle que vous allez souvent croiser, c'est le cycle de Diesel. Alors, on a vu le cycle de Carnot, on a vu le cycle d'Otto ou de Baud-de-Rochas pour les moteurs à explosion à 4 temps. On va voir le cycle mis en œuvre dans les moteurs diesel. Alors ici, la différence, c'est qu'on ne va pas admettre un mélange air plus essence, mais on admet qu'on comprime de l'air seul, et le carburant va être injecté en fin de compression. Et donc ici, l'inflammation va être spontanée, car le taux de compression est plus important que dans un moteur à essence. Et là, comme la combustion est un petit peu plus lente, on la représente par une isobar. Donc en gros, pour un cycle théorique de diesel, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir deux adiabatiques. C'est trop gros ça. Et vous allez avoir une isobar et une isocore. Oui, changer de couleur, ce sera mieux. Donc vous voyez la nuance au fait qui va se faire par rapport à un cycle de Baud-de-Rochas ici, c'est que sur le cycle diesel, eh bien vous pourrez avoir un taux de compression plus élevé, parce que l'isobar va nous amener encore plus bas en volume, sur Vmin. Donc là ce serait Vmin pour le diesel, et ici V'min pour l'essence. Donc le cycle diesel permet des taux de compression plus élevés, et donc souvent on permet au moteur de tourner un petit peu plus lentement, donc de causer moins de frottement et d'augmenter leur durée de vie. Ça, vous le savez si vous avez conduit des voitures à essence et des voitures diesel, les comptes tours, le nombre de tours par minute, n'indiquent pas les mêmes valeurs lorsque vous devez changer de rapport sur les diesels et les essences. Donc ici, bon, je vous décris rapidement ce cycle. Si dans un énoncé on vous parle de cycle diesel, eh bien il faudra essayer d'identifier les 4 transformations présentées ici. Donc il y aura l'admission et l'échappement qui, comme tout à l'heure, vont être négligés. Donc une fois que l'air sera rentré, il va être comprimé brutalement par un piston jusqu'à atteindre le volume minimal. Une fois le volume minimal atteint, le mélange air plus diesel qui vient d'être injecté dans l'air s'enflamme spontanément. L'inflammation spontanée est un petit peu plus lente
Ce qui fait qu'on va représenter non plus une isocore, mais une isobare. Et ensuite, on a une détente adiabatique assez brutale qui repousse le piston et qui entraîne le vilebrequin dans sa deuxième partie de rotation. Ensuite, pour la phase d'échappement, et refroidissement d'avant d'échappement, on restera sur une isocore. Donc là, le cycle diesel, vous voyez, aura donc quelques petites spécificités supplémentaires par rapport au cycle d'Otto ou Baudot-Rochas. Et donc évidemment, l'aire du cycle va s'identifier ici. Et l'aire du cycle sera l'opposé du travail du cycle. Donc si on a une aire de cycle positive, on a bien un travail négatif. Donc avec un sens horaire de parcours. Alors, vous avez à côté les diagrammes théoriques TS du cycle diesel et du cycle Baudot-Rochas. Je n'insiste pas trop là-dessus, dans la mesure où les diagrammes TS anthropiques ne sont a priori plus explicitement à votre programme. C'est-à-dire que on ne peut pas non plus vous demander comme ça de but en blanc de faire l'étude complète et de tracer de mémoire un cycle TS. On vous donnera des indications qui vous permettent de tracer leurs allures. Ceci étant dit, donc ça boucle cette partie sur les moteurs spécifiquement. Donc s'il faut retenir une chose, là vous voyez c'est de l'exercice pur et dur, c'est que souvent dans les exercices vous allez avoir une description, un texte assez long, qui va mettre en place toutes les transformations qui ont lieu au cours du cycle. Donc ce sera à vous à ce moment-là d'aller prendre un brouillon presque pour aller collecter toutes les informations nécessaires pour vous permettre un tracé de cycle simple. Une fois que le cycle est tracé et que vous avez bien compilé les données de l'énoncé, eh bien vous pouvez attaquer l'étude théorique en appliquant les hypothèses à chaque transformation observée. Donc en gros, qu'est-ce que vous allez avoir comme classe de transformation? Des isothermes, des isentropiques, des isocores, des isobars. Et donc à chaque fois, eh bien, vous aurez des choses qui vont être calculables facilement. On se rappelle par exemple que pour les isothermes, delta U vaut 0 si on a affaire à un gaz parfait. Souvent on assimilera un mélange air plus essence à un gaz parfait. Pour les adiabatiques, souvent on va dire qu'on a des adiabatiques réversibles pour un gaz parfait, ce qui va nous donner la possibilité d'exploiter la loi de Laplace. Pour les isobars, on va utiliser le fait que la pression est constante, donc on peut travailler avec delta H qui vaut Q, par exemple. Pour les isocores, on peut travailler à volume constant, donc dire que pour un système fermé, delta U vaut Q directement, en l'absence d'autre travail que celui des forces de pression. Donc chaque transformation va être associée à son jeu d'hypothèses, qui va nous permettre de calculer très simplement le travail ou le transfert thermique associé. Donc via les premiers principes ou via un calcul direct de travail, selon les cas. Ceci étant dit, donc, je vous incite à bien retravailler cet exercice et à vous entraîner aussi sur ceux du TD qui sont dans le même état d'esprit. Et je vous invite à poser vos questions dans les commentaires, tout en vous annonçant la suite au prochain épisode.